Il existe des lieux que la carte du monde préfère ignorer. Des points minuscules dans les Caraïbes où le luxe n'est qu'un vernis sur l'horreur. Bienvenue à Little St. James pour les puissants. C'était l'île des plaisirs. Pour des dizaines de jeunes filles, c'était le point de non-retour. Jeffrey Epstein, un nom qui fait trembler les chancelleries, les palais royaux et les conseils d'administration de la Silicon Valley. Comment un homme parti de rien, professeur de mathématiques renvoyé, est-il devenu le gardien des secrets les plus sombres de l'élite mondiale? Le système Epstein n'est pas un accident. C'est une machine industrielle. Au sommet, Jeffrey. À sa droite, Ghislaine Maxwell, la fille du magnat de la presse britannique Robert Maxwell. C'est elle qui apporte le carnet d'adresses, l'étiquette et surtout le recrutement. La méthode recrutement devant les écoles, dans les centres commerciaux. On promet des carrières de mannequins, des bourses d'études. Les lieux, la maison de ville de Manhattan, le ranch Zorro au Nouveau-Mexique, la villa de Palm Beach et l'appartement à Paris, avenue Foch. Le Lolita Express, son Boeing 707 privé, un bureau volant où les noms les plus illustres ont été enregistrés sur les manifestes de vol. Le but n'était pas seulement le plaisir, le but était le pouvoir. Chaque chambre était truffée de caméras cachées. Dans ce monde, une vidéo vaut plus qu'1 milliard de dollars. C'est l'art du chantage global. Le carnet noir, un répertoire de 92 pages contenant les numéros personnels de ceux qui font le monde. On y trouve des noms qui semblent intouchables. Les mentions clés. Le prince Andrew, photographié entourant la taille de Virginia Dufresne, un scandale qui ébranlera la monarchie britannique jusqu'à ses fondations. Cité pour ses nombreux voyages dans l'avion d'Epstein. L'ancien voisin de Palm Beach, qui déclarait en 2002 qu'Epstein aimait les femmes du côté des plus jeunes. Des relations financières troubles qui ont coûté leur poste ou leur réputation. Le rabatteur français, l'homme qui gérait les agences de mannequins comme un réservoir pour le réseau. Certains disent qu'il ne savait rien, qu'il venait pour les massages, pour les dîners intellectuels. Mais sur l'île, les murs n'avaient pas d'oreilles. Ils avaient des objectifs. Pendant des décennies, elles ont été réduites au silence par des accords de confidentialité et des menaces de mort. Mais elles ont fini par parler. Celle qui a refusé de se taire, portant plainte contre un prince et un empire. Les premières à avoir prévenu le FBI dès 1996 ignoré. Qui s'est battu contre l'accord secret de 2008 qui avait permis à Epstein de ne faire que 13 mois de prison, avec des sorties quotidiennes. Elles ne sont plus des victimes, elles sont des survivantes. Ce sont elles qui ont transformé ce fait divers en une affaire d'État mondial. La fin du monstre. Juillet 2019, l'étau se referme, Epstein est arrêté à son retour de France. Mais le 10 août, le monde bascule dans la stupeur. Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule Game 6 à New York. Les caméras en panne, les gardiens endormis, les dossiers saisis. Question sans réponse. Comment l'homme le plus surveillé des États-Unis a-t-il pu s'enlever la vie? Le slogan « Epstein didn't kill himself » devient un cri de ralliement mondial. Pas par complotisme, mais par logique. Sa mort protégeait trop de gens puissants. Ghislaine Maxwell est aujourd'hui derrière les barreaux, condamnée à 20 ans.
Jean-Luc Brunel s'est donné la mort dans sa cellule à Paris. Mais la question demeure. Où sont les autres? Où sont les clients, les complices, les financiers? L'affaire Epstein n'est pas terminée. Elle est une clé ouverte sur notre civilisation. Elle me rappelle que derrière les sourires de la haute société se cache parfois une obscurité que l'argent ne peut plus cacher.